J'y avais pas pensé, je connaissais pas avant qu'on organise cet événement. Expliquez-nous ce que c'est et comment ça a vu le jour d'abord ce projet. Alors l'idée, c'est de dire que dans toute vague d'automatisation, de nouvelles technologies, vous avez deux forces qui vont se rencontrer. La première, c'est celle à laquelle on pense, que vous avez déjà mentionné, c'est une destruction d'emplois, une automatisation, un remplacement par la machine du travail humain. Et la seconde, c'est ce qu'on a constaté dans l'histoire économique, c'est qu'il y a quand même des nouveaux métiers qui émergent, des nouvelles tâches qui sont créées. Par exemple, pendant la révolution industrielle, dans la première phase, on a eu beaucoup de substitutions, des ouvriers qui perdaient leurs emplois. Mais dans la deuxième phase, vous avez les métiers des ingénieurs, des chemins de fer, etc. qui sont apparus. Donc l'idée de l'observatoire, c'est d'essayer de proposer une analyse un peu prospective, parce que je pense qu'en la matière, c'est intéressant de regarder les données du passé, bien entendu, mais il faut adopter une attitude un peu anticipatrice et d'essayer de voir quels métiers sont menacés à court terme, parce qu'il va y avoir, je pense, des destructions d'emplois. La question, c'est est-ce que ça va être compensé en nombre suffisant par des créations de ces nouveaux métiers émergents? Et ça, c'est là où, comme vous le disiez, il y a un débat. Mais de toute façon, il y aura une partie de destruction. Alors dites-nous, parce que vous dites on commence à observer des tendances. C'est quoi là, les métiers qui sont les plus menacés aujourd'hui d'après les indicateurs que vous avez? Alors, sur les indicateurs, sur les études qui ont été vraiment réalisées, on a des choses aux États-Unis qui montrent que ce sont surtout pour le moment les postes des juniors qui sont menacés. On a un ralentissement de l'embauche des juniors dans les entreprises qui adoptent effectivement l'IA de façon structurée. C'est une étude de Harvard. Et on a aussi les professions qui sont les plus exposées à l'IA. On constate un ralentissement de l'embauche des juniors, mais on voit aussi une croissance des métiers plus seniors. Donc la question, c'est est-ce que ça va s'arrêter aux juniors? Moi, je pense que c'est potentiellement une première phase, parce que dans un premier temps, pour une entreprise, tant que vous n'avez pas réorganisé tous les processus de production et intégré, par exemple, l'IA agentique, ce qui va être complexe et prendre du temps, vous ralentissez l'embauche, mais vous passez pas réellement à une phase, en tout cas ce serait pas judicieux, à une phase de licenciement. Et comme l'IA est une technologie un peu complexe à mettre en œuvre, ça demande des réorganisations et ça prend du temps. Donc pour répondre à votre question sur les métiers les plus menacés peut-être à court terme, on a le service client, toutes les fonctions en fait qui sont assez standardisées, les fonctions juridiques aussi. Vous avez déjà beaucoup l'IA générative vous permet de générer par exemple des contrats. Vous avez potentiellement dans le conseil, bon ça s'est débattu, il y a des cabinets qui vont peut-être trop vite, mais tout ce qui est génération de texte en fait. Et ce sont des fonctions dites cognitives, à dimension cognitive, qui étaient préservées jusqu'à présent de l'automatisation. L'école blanc, voilà, c'est ce que vous évoquiez avec le bain de sang de... Dans un premier temps, mais après, alors on aura l'occasion d'en reparler, hein, mais ce que vous dites aussi, c'est que c'est pas seulement les emplois intellectuels, ça va être aussi les emplois manuels, avec notamment la robotisation et l'arrivée des robots humanoïdes. On aura l'occasion d'en discuter parce que c'est un sujet qui est absolument passionnant. Je vais donner la parole à Antonin Bergeaud, alors qui va peut-être... j'allais dire démythifier un certain nombre de fantasmes vis-à-vis de l'IA et de son impact sur l'emploi, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de craintes, et je veux dire de manière totalement légitime. Tout le monde voit arriver cette espèce d'ouragan, cette révolution technologique comme on n'en a probablement jamais connu de notre vivant, et on se dit, est-ce que mon boulot aura encore un sens demain? Et vous vous dites, en fait, il n'y a pas tant d'emplois que ça qui sont directement menacés par l'intelligence artificielle. Alors, je pense que ça dépend un peu de ce qu'on appelle menacé ou impacté par l'intelligence artificielle. Si la question c'est de savoir combien d'emplois vont être bouleversés par l'intelligence artificielle, la réponse c'est pratiquement tous. Et donc, en fait, pour savoir ceux qui sont vraiment menacés de disparition, ce qu'il faut regarder, c'est quelle va être la réaction des entreprises. Et en fait, c'est très difficile à anticiper. Mais ce qu'on peut faire, c'est commencer à regarder effectivement comment les choses se sont passées dans les révolutions précédentes, les révolutions un peu similaires. Donc, on va dire récemment la robotique qui est arrivée dans l'industrie, l'informatique qui est arrivée dans certaines parties de l'entreprise. Et ce qui se passe à ce moment-là, en fait, ce qu'on voit, c'est que si on regarde un emploi comme une succession de tâches ou une combinaison de tâches, en fait, l'IA ou la technologie va venir compléter le travailleur sur certaines tâches, va venir complètement dominer le travailleur sur d'autres. Donc il y a des tâches qu'on ne fait plus déjà d'ailleurs depuis longtemps. Et puis il y a des tâches d'ailleurs qu'on ne fait plus parce que l'informatique les fait pour nous, y compris dans notre vie quotidienne. On ne regarde plus jamais de cartes en papier, on ne fait plus de dessins industriels. Enfin, il y a des choses qu'on ne fait plus. C'était des tâches qui étaient importantes dans certains métiers qui ont disparu. Et ce n'est pas pour ça que les métiers ont disparu eux-mêmes. Ils se sont transformés. Le problème avec l'IA, la difficulté de prévoir, c'est que on ne sait pas ce que justement va être la réaction des entreprises. Quand vous avez une technologie qui vous rend plus productif sur une partie de vos tâches, et on parle de gains de productivité parfois sur des tâches spécifiques de l'ordre de
30, 40, 50%, des choses qui sont effectivement très rarement observées, voire jamais. En fait, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez vous dire, j'ai des employés qui deviennent plus productifs, donc ils font plus vite la même chose. Et donc, ils n'ont pas besoin de travailler autant, j'aurais pas besoin d'autant d'employés, je peux me passer de 20-30% de la masse salariale. Ça, c'est un peu l'anxiété naturelle qui arrive. On se dit, puisque tout le monde est plus efficace, il y aura besoin de moins de travail humain. En réalité, c'est assez rarement ce qui se passe. En général, quand vous avez une technologie qui vous rend plus productif, les entreprises vont plutôt vers l'autre chemin qui est de dire, puisque vous êtes maintenant plus rapide pour faire ce que vous faites, vous allez soit faire plus, mais en général, faire plus, ça marche pas très bien parce qu'il y a quand même aussi, de l'autre côté, il y a de la demande, il y a des consommateurs, ils veulent pas forcément beaucoup plus consommer, ils veulent pas écouter beaucoup plus d'émissions de radio, lire beaucoup plus de journaux. Par contre, ils veulent de la meilleure qualité. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est pas faire plus, mais faire mieux avec ce temps. Mais alors, vous dites, c'est rarement le cas. Effectivement, on va faire plus avec ce temps plutôt que de supprimer des emplois. Ce qu'on observe quand même ces dernières semaines, là, aux États-Unis notamment, je me tourne vers Bogdan parce que vous avez dû suivre ça un peu au quotidien dans les colonnes de la Tribune. Mais il y a une hécatombe, ou en tout cas des annonces de plans sociaux, c'est quasiment jour après jour. Le dernier que j'ai en tête, c'était Amazon, c'est ça, 14 000 dans les fonctions support, à chaque fois sacrifié sur l'autel de l'automatisation. Donc il y a quand même des suppressions de postes. C'est une réalité aujourd'hui. Il se trouve que je reviens de San Francisco. J'étais il y a 2 semaines pour un événement qui est GitHub, qui est la principale plateforme de développement qui est détenue par Microsoft. Et là, ça touche directement les développeurs. Les développeurs qui, en soi, étaient un secteur avec énormément de demandes. On connaît généralement, on sait que dans toutes nos entreprises, on manquait de développeurs. En plus, c'était des postes à haut salaire très régulièrement. Là, Microsoft met en avant fièrement que 30% de leur code est aujourd'hui généré par IA. Il y a toujours 2 discours, je trouve, qu'il faut savoir nuancer. Il y a toujours le discours du grand patron. Alors, je commence pas à reprendre des discours marxistes là-dessus, mais il y a toujours le discours... Vous rassurez sur BFM Business, effectivement. C'est pas trop la place, on va dire. Mais il y a toujours le discours du patron qui dit, qui vend aussi à ses clients qu'on va être plus rapide, les tâches vont être plus fluides. On aura aussi des gains de productivité. Et quand on parle un peu aux développeurs, alors le souci, c'est qu'à chaque fois, par principe, un métier est menacé quand il y a des tâches répétitives. Et beaucoup de développeurs répétaient régulièrement le même code, quelque chose d'assez basique. Et malheureusement, eux, n'ont peut-être pas vu venir directement, mais ce sont les premiers touchés. Donc encore une fois, les juniors, les jeunes développeurs qui arrivent dans la Silicon Valley sont parfois mis à la porte, où on ne trouve plus directement de job et donc sont obligés de se déporter sur d'autres postes. Ce que disait Axel sur les postes juniors, qu'est-ce que vous répondez à ça, Antonin? Il y a quand même une réalité aujourd'hui, on voit ces plans sociaux. Alors, on est peut-être un peu plus épargné en France, en tout cas, on n'en a pas encore trop entendu parler, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il n'y a pas une semaine sans qu'on ne nous annonce pas 10 000, 20 000, 30 000 suppressions de postes en évoquant l'intelligence artificielle. Peut-être est-ce un prétexte? Non, mais bien sûr qu'il va y avoir énormément de restructuration et qu'il y en a déjà. Alors, c'est vrai qu'en France, on a un marché du travail relativement rigide qui peut-être va préserver une partie de l'emploi, ce qui peut-être au final sera une bonne chose pour des raisons dont on parlera sans doute, c'est que comme vous avez, et ça a été dit tout à l'heure, une baisse de l'emploi chez les jeunes, on va se retrouver quand même dans les entreprises avec un manque de compétences assez rapidement par l'absence de jeunes qui sont rentrés à un moment. Mais sur évidemment ce qui se passe pour l'instant, il y a de la restructuration, il y a des métiers, on pense tout le temps aux développeurs, aux codeurs, qui évidemment sont les premiers impactés par cette technologie, mais qui représente quand même une petite partie de l'emploi total. Donc ça dépend. Si on regarde au niveau micro, on va voir des changements. Si on regarde l'effet sur l'emploi total, et c'est ça en général qui est questionné, est-ce que vraiment l'emploi humain va disparaître? Est-ce qu'on va se retrouver avec finalement des journées de 3 jours ou 2 jours par semaine? Et en fait, vous avez quand même énormément de métiers qui ne sont impactés par l'IA que relativement marginalement, qui rendent les travailleurs plus efficaces. Et donc là, la question, c'est plutôt comment on va transformer ces métiers, se réorganiser, ce qui demande quand même beaucoup de dialogue social, beaucoup de transformation. Mais évidemment qu'il y a des métiers sans forcément qu'ils disparaissent, qui vont subir des bouleversements assez massifs et potentiellement localement très violents avec beaucoup de licenciements, ça c'est sûr. Axel, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, mais, je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement quel va être, ce que disait Antonin, l'impact de la demande. C'est-à-dire que quand vous devenez 10 fois plus productif, en fait, en tant que salarié, vous êtes augmenté, c'est super. Mais si la demande en face n'augmente pas de 10 fois, dans la même proportion, il va y avoir une baisse d'effectifs. Donc ça, c'est des effets d'équilibre général macro, c'est difficile à anticiper. Mais comme le disait Antonin aussi, les gains de productivité qu'on attend sont tellement importants qu'on peut se demander si la demande va suivre et va préserver les effectifs. Ensuite, sur la transformation des métiers, je suis entièrement d'accord. Mais quand on voit certains benchmarks récents, bon, vous allez me dire qu'ils sont biaisés parce que c'est OpenAI, qui ne sont pas sur des tâches, des maths, etc., mais sur des missions professionnelles, GTB Val de OpenAI,
on voit quand même que avec l'IA agentique, il commence à y avoir des processus entiers. Alors, il y a plein de limites techniques, les erreurs, les hallucinations, l'absence de mémoire, etc., qui pour le moment ralentissent les choses, et tant mieux. Mais on peut quand même s'interroger sur l'avenir de certains métiers. Enfin, moi, je le vois par exemple sur le métier d'économiste. Ça nous fait gagner un temps incroyable, ça c'est sûr. Vous faites quoi, par exemple? Expliquez-nous comment, par exemple. Les gains de productivité, nous, on code aussi. Enfin, je veux dire, on n'est pas des codeurs, mais voilà, je fais un code en Python beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc, ça demande de savoir coder pour vérifier, parce qu'ils font quand même n'importe quoi, parfois les LLM. Pour une revue de littérature, c'est pareil, ça peut vous faire gagner du temps, mais il faut vérifier parce qu'il y a plein d'erreurs. Mais on voit que ça fait gagner plein de temps. Donc, soit en face, la demande de papier de recherche en économie augmente énormément, soit on va avoir besoin de moins d'économistes, ou il y a la question de la qualité qui a été évoquée. Peut-être que on va se dire, ah bah super, on va pouvoir faire des papiers de meilleure qualité. Quoi que ça veuille dire, c'est une autre question. Mais voyez, vous pouvez appliquer ça à tous les métiers, quoi, au métier d'avocat. Donc là, on entre vraiment dans le cœur du débat, je disais, entre remplacistes et augmentistes, en simplifiant un peu, entre ceux qui disent, voilà, l'IA, elle va générer des suppressions massives de postes, on va tous être remplacés par l'IA, et ceux qui disent, comme vous, j'ai l'impression, comme vous deux, qu'elle va au contraire augmenter les salariés, leur donner des super pouvoirs. Non, vous n'avez pas dit tout à fait ça, non, pardon. Je pense que c'est une possibilité. En revanche, si je dois appliquer des probabilités au scénario, je ne suis pas sûre que ce soit... Il y a des gens qui vont être augmentés, mais au niveau macro... je suis d'accord que toutes les innovations passées ont fini par augmenter l'emploi humain, etc. En revanche, vu l'étendue de cette révolution et les gains de productivité possibles et la nature cognitive de ces technologies, je ne suis pas sûre qu'il ne va pas y avoir un choc sur le marché du travail en net. Et alors, sur quel secteur? On va entrer dans le concret vraiment. Là, aujourd'hui, si vous deviez nous dire, voilà, les secteurs, à partir des indicateurs, puisque vous avez cet observatoire qui mesure un peu les emplois les plus menacés et ceux qui vont émerger, lesquels sont aujourd'hui les plus menacés, au-delà du fait que ce soit des jeunes salariés, des juniors, et au contraire, ceux qui vont être préservés dans les années qui viennent, à votre avis? Alors, je pense que ceux qui vont être préservés, pour être plus positive, je pense que c'est tout ce que l'IA est incapable de faire. Je vous parle en l'état actuel de la technologie, sachant que ça peut potentiellement avancer. Donc, si on prend un LLM intégré dans une IA agentique, donc qui lui confère un minimum de mémoire, etc. Ce que ces systèmes n'arrivent pas à faire, c'est tout ce qui est imprévisible, c'est-à-dire la gestion de la complexité, tout ce qui est absent des données d'entraînement, parce que les modèles autorégressifs type LLM, ce qu'ils font, c'est que ils appliquent des probabilités, des statistiques. Donc dès que vous sortez de leurs données d'entraînement, ce qu'on appelle les problèmes hors distribution, ils s'effondrent, ils sont pas capables de le gérer. Donc tous les métiers qui demandent une complexité, une gestion de l'imprévu, par exemple si vous prenez le métier, bon là on va rentrer dans la problématique de la robotique, mais le métier d'un plombier par exemple, c'est cognitivement très complexe. Vous avez beaucoup de nouveaux problèmes auxquels vous êtes confrontés. Donc tous les métiers qui présentent cette dimension de complexité, mais pas au sens technique, parce que par exemple quelque chose de très technique comme être avocat, mais qui est standardisé, ça peut être remplacé. Mais c'est vraiment cette dimension d'improvisation que pour le moment l'IA ne gère pas très bien. Après il va y avoir des progrès techniques, mais je dirais que c'est ça qui peut être préservé. Bogdan, vous utilisez vous l'IA au quotidien? Oui, complètement. Et alors ici, évidemment, il ne faut pas... En tant que journaliste, je ne peux pas mentir à mon lecteur et utiliser l'intelligence artificielle pour écrire parce que j'ai un contrat, on va dire, avec le lecteur pour dire c'est ma production et donc les informations que je fournis sont tirées. Mais aujourd'hui, et là, c'est des tâches qui sont, enfin, c'est des problèmes qui sont vraiment propres au métier du journalisme. Et je pense que tu le connais aussi, c'est le référencement sur Google, par exemple. Oui. Et on est tous un peu dictés par Google. On cherche à remonter, on va dire, sur la page pour être sûr que le lecteur clique sur notre article. Et donc, on parle de performance SEO. Donc, c'est un sigle pour parler de référencement, pour être au plus haut possible sur cette page. En l'occurrence, l'IA, quand je lui demande de me donner un titre le plus SEO possible, donc certains parlent de clickbait, ben moi, j'utilise l'intelligence artificielle pour me dire comment je peux accrocher le lecteur. Le plus efficace possible en fait, oui. En utilisant l'IA. C'est un bon exemple effectivement. Mais c'est un piège aussi, juste pour continuer même sur le journalisme, parce que encore une fois, le journalisme aussi est menacé parmi les secteurs, mais c'est des tâches que l'IA n'arrivera jamais à faire, c'est-à-dire l'enquête, partir en reportage, qui sont inaccessibles par nature à l'IA. On va dire ces postes-là ne sont pas menacés. En revanche, ce que nous on appelle un peu les bâtonneurs, c'est-à-dire ceux qui produisent constamment des articles.
Ça, c'est quelque chose que l'IA peut parfaitement faire aujourd'hui. Ah, c'est ça. Alors la notion de salarié augmenté, je voudrais qu'on revienne là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le monde du travail de demain, ce sera, je sais pas, dans un cabinet d'expertise comptable par exemple, vous aurez l'expert comptable et puis il aura une équipe d'agents IA qui l'accompagneront au quotidien pour faire sa veille juridique, sa veille technologique, la détection d'anomalies, et lui ce sera une sorte de chef d'équipe. C'est comme ça qu'on voit le salarié du futur. Comment est-ce qu'on peut imaginer les choses, Antonin Bergeaud? Alors, je pense que ça va dépendre aussi du succès de la technologie agentique, parce qu'il y a aussi des questions de savoir si l'IA c'est agentique, vraiment la bonne. je rappelle, parce que j'ai pas expliqué et tout le monde ne connaît pas encore, c'est la notion que l'IA va pouvoir réaliser des choses pour moi dans le monde réel, ne pas se contenter de répondre aux questions, mais réaliser des tâches. Et rentrer vraiment dans mon quotidien, dans mon ordinateur, et accéder à toutes mes données, ce qui par ailleurs pose pas mal de questions. En termes d'efficacité, pour l'instant, on a un grand mouvement d'adoption des IA agentiques, mais il y a aussi beaucoup d'études qui suggère qu'il y a beaucoup d'échecs dans le lot. Donc peut-être la technologie peut aussi aller vers une direction qu'on n'anticipe pas aujourd'hui. Mais bon, si on va dans cette direction, effectivement, je pense que ce qu'il faut envisager, c'est pas tellement un équilibre dans lequel chaque métier va rester ce qu'il est et puis simplement on va travailler avec des IA. Je pense qu'il faut voir une transformation au sein des équipes, c'est-à-dire que une part, un secteur de l'entreprise, une mission de l'entreprise qui est faite par plusieurs employés va être complètement restructurée. Vous allez avoir une partie qui va être faite par des IA. Et les humains qui vont rester vont en fait superviser ces IA. On va tous être un petit peu entrepreneurs, on va gérer plusieurs agents qui vont travailler pour nous. Et comme un entrepreneur ou comme un patron qui gère ses équipes, il va falloir vérifier, relire, corriger s'il y a des erreurs, reprogrammer. Donc effectivement, il y a de nouvelles compétences qui vont être très nécessaires. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a vraiment un besoin important dans l'éducation de réfléchir à ce que va être le futur du travail aussi de ce point de vue-là, parce qu'il y a des compétences qu'il faut faire apprendre aux jeunes qui ne sont pas forcément celles qu'on fait apprendre aujourd'hui. Ouais. Mais voilà plutôt comment moi je vois les choses. Plutôt que quelque chose où individuellement on est tous devant nos ordinateurs et puis on a des outils, on clique et on fait le même travail. Alors cela dit, vous parliez d'éducation, on en reparlera aussi tout à l'heure, mais on avait Laurent Alexandre tout à l'heure, l'essayiste, qui vient de sortir un livre qui s'appelle « Ne faites plus d'études ». Bon, assez provocateur dans le titre évidemment, mais l'idée c'est de dire dans un monde où l'IA est omniprésente, le système éducatif tel qu'il existe aujourd'hui est devenu complètement obsolète et il faut repenser le monde dans un sens où l'humain, le salarié de demain sera un complément de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire lui, il pense vraiment en ces termes-là. Ce qui n'est pas un projet extrêmement réjouissant, je trouve, du point de vue de l'épanouissement professionnel, de se dire que finalement, je vais être une sorte d'assistant de l'IA. L'IA, je vais la superviser, je vais voir si elle fait pas trop de bêtises. Enfin, c'est ça finalement le futur de l'être humain, c'est d'être un complément de l'intelligence artificielle. C'est comme ça qu'on peut voir les choses. Axel peut-être et puis Antonin. Oui, en fait, je pense qu'effectivement, il y a je ne le suis pas sur l'idée qu'il ne faut pas faire d'études. Je pense qu'il faut encore plus faire d'études pour être capable de réfléchir et d'avoir un esprit un peu détaché par rapport à ce que l'IA produit. En revanche, je pense qu'il y a aussi un risque. Il va y avoir une partie des gens qui vont être, comme on l'a dit, potentiellement augmentés. Mais je pense qu'il y a un risque de dévalorisation du travail humain qui peuvent se transformer un peu comme vous l'évoquiez en vérificateur. En fait, imaginez la chaîne de montage à l'époque. Le travail de l'ouvrier était démembré en mini-tâches et l'ouvrier intervient à un moment dans la chaîne. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un démembrement des tâches cognitives où l'IA est plus efficace pour faire un certain nombre de choses à forte valeur ajoutée et l'humain, dans certains métiers, pas tous, mais l'humain va intervenir pour vérifier que l'IA n'a pas raconté, produit n'importe quoi à cause du problème des hallucinations dont on parlait. Et là, on n'aurait pas vraiment une augmentation, mais certains métiers pourraient se transformer en sorte de vérificateur d'un travail cognitif démembré à la chaîne. C'est le travail d'un sociologue qui s'appelle Carbonell. Je vous recommande son ouvrage. Ça s'appelle Le taylorisme cognitif. Et c'est aussi très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités qui étaient évoquées par Antonin, mais il y a aussi ce risque-là sur la nature du travail, sans parler du nombre d'emplois, quoi. Sur le risque encore une fois, on parlait des salariés augmentés, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de dépendance à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire à force d'être aidé, accompagné par l'intelligence artificielle, d'avoir aussi une perte de compétences, tout simplement. Comme un pilote d'avion qui ne pilote plus du tout pour de vrai et qui se laisse piloter par l'avion, et à un moment, il oublie en fait comment est-ce qu'on pilote. On appelle ça même le deskilling maintenant, le fait de désapprendre des choses. Ça, c'est un vrai risque aussi quand on parle d'augmenter le salarié avec l'intelligence artificielle. On ne va pas devenir tous idiots en fait avec ChatGPT à force de l'utiliser. Ça, c'est très Laurent Alexandre ouais, oui. comme question. Je suis journaliste, ça aussi. Mais le risque, c'est l'uniformisation. C'est un peu la suite logique. C'est à partir du moment où l'IA nous produit à chaque fois la même chose, parce que l'IA fonctionne
ça reste des lignes de code. Alors il y a Luc Julia aussi qui est passé chez nous là. Luc Julia a aussi son propre avis là-dessus, mais pendant longtemps il était le preneur de dire l'IA est stupide. Donc dans le sens où ça reste une série de lignes de code qui ont été rédigées par des humains et qui vont produire un résultat qui d'une certaine manière est un peu téléphoné. Donc si à partir du moment où à chaque fois on a la même réponse et on produit la même tâche, on se dévalue, je vais reprendre ce terme-là, parce qu'on se sert uniquement de l'IA pour produire. Et alors, oui, Antonin, vous vouliez réagir? Non, je voulais dire que l'exemple du pilote d'avion est en fait très bon parce que un pilote d'avion, il fait pas tout seul. Il y a beaucoup d'automatisation dans ce travail, mais il sait tout faire tout seul. Et on le forme régulièrement, reforme pour être capable d'anticiper des cas où la technologie est défaillante. Et en fait, avec l'IA, il y a un petit peu ça. Et Axel l'a dit tout à l'heure. Il faut savoir faire déjà pour pouvoir utiliser l'IA efficacement. Et le problème, c'est que moi, j'enseigne. Par exemple, le code aussi, alors pas au niveau d'un développeur, mais pour apprendre à manipuler des données. Les étudiants, de manière très compréhensible, sont assez hostiles à l'idée d'apprendre à coder quand ils voient très bien que dans leur environnement de développement, ils ont juste à appuyer sur un bouton pour que ça se fasse tout seul. Et c'est très compliqué pour nous de leur faire comprendre que s'ils ne l'ont pas fait au moins plusieurs fois seuls, ils vont avoir l'impression avec l'intelligence artificielle, et même sur des tâches comme le code où l'intelligence artificielle est très efficace, ils vont avoir l'impression de gagner beaucoup de temps. Et sur le dernier kilomètre, le dernier petit jalon à poser, ils vont y passer en fait tellement de temps qu'en définitive, ils auraient passé autant de temps à le faire tout seuls. Et il y a une étude du MIT qui est sortie qui montre que en fait, les développeurs professionnels, des gens qui quand même savent coder, ils ont tous l'impression de gagner du temps avec l'IA, mais en fait, il y en a une grosse partie qui, en fait, quand on chronomètre, entre guillemets, ce qu'ils font, ne gagnent pas de temps. Parce qu'ils gagnent du temps sur 95% de la tâche et ils perdent du temps sur 5%. C'était 18% même. C'est une très bonne expérience que vous avez relevée où ils testaient donc des développeurs qui juste étaient, on va dire, augmentés, se servaient un peu d'IA et d'autres qui codaient tout sur l'IA et ils perdaient 20% de temps au final parce qu'il fallait revoir tout le code exactement sur le dernier kilomètre. Et quand on aura un monde où vous aurez plus de jeunes qui ont été formés à coder, on sera très embêté pour justement faire ce dernier kilomètre. Donc il faut quand même apprendre pour ensuite être sûr de bien utiliser l'IA. Il faut faire des études. Donc faites des études. Bon, écoutez, vous discuterez avec Laurent Alexandre. Il est dans les locaux. On va organiser un petit débat. Il n'y a pas de problème. Alors il y a une dernière dérive, j'allais dire, de cette notion de salarié augmenté à laquelle je pense. C'est salarié augmenté, salarié surveillé. C'est-à-dire la notion selon laquelle, ok, on va avoir cette IA qui est un peu toujours au-dessus de notre épaule comme une sorte de tuteur, mais qui va être aussi un surveillant d'une certaine manière. Je pense aux call centers qui sont maintenant, qui utilisent massivement l'intelligence artificielle pour optimiser la qualité des appels, évidemment, en attendant d'avoir carrément des voice bots qui pourront peut-être remplacer les êtres humains, ou encore dans les entrepôts également. Est-ce que ça, c'est pas un risque de dérive, Axel Arquier ? Oui, tout à fait. Je pense qu'on en revient un peu à l'idée tout à l'heure que j'évoquais du taylorisme cognitif, c'est-à-dire de la même façon qu'avant avant la révolution industrielle, vous aviez un artisan qui avait la maîtrise complète pour réaliser un objet et qu'ensuite il devient ouvrier. Enfin, c'est probablement pas la même personne, mais vous avez un ouvrier qui va juste réaliser certaines tâches et qui va être chronométré, qui va être contrôlé. Vous avez une perte d'autonomie. Ça pourrait être un peu la même chose pour les cols blancs. Vous avez effectivement cette dimension de potentiellement de démembrement, de fractionnement des tâches et donc de surveillance, de chronométrage, mais surtout une perte d'autonomie parce que vous perdez l'ensemble de la tâche qu'avant vous réalisiez en autonomie et sans surveillance. Ouais. L'un des problèmes également, c'est celui de où est-ce qu'on met le curseur dans l'utilisation. C'est ce que tu disais, Bogdan, c'est utiliser l'IA quand on est en train de rédiger un article avec ChatGPT comme une sorte de sparring partner qui va te répondre, qui va peut-être te donner des angles morts, des trucs que tu as oubliés, ça peut s'entendre. Si tu lui fais écrire l'intégralité de l'article, évidemment, c'est un petit peu plus gênant. C'est les questions éthiques, parce que de toute façon, il y a toujours un triptyque sur ce débat-là qui est économique, à quel point c'est rentable, à quel point c'est productif. Éthique dans le sens où quelle est notre morale et quel est notre niveau de morale là-dessus, et puis philosophique sur est-ce que nous en tant qu'humains on peut se permettre ça. Là où on place la norme éthique, elle diffère énormément, même de la Californie, de Paris à autre part. Moi j'ai un métier qui est très spécifique dans le sens où l'information, il y a énormément d'exigences de la population là-dessus. Sur d'autres jobs, on estime que tant pis pour l'éthique et pour même les questions philosophiques, si on peut remplacer et si on peut être plus productif pour des questions économiques qui, elles, sont aussi parfois très rationnelles, naturellement, on utilisera l'IA.
Vous avez vu l'exemple du cabinet Deloitte, c'était Deloitte, j'ai peur de dire une bêtise, un grand cabinet de consulting en tout cas, qui a rendu un rapport au gouvernement australien et ils se sont fait prendre entre guillemets la main dans le sac parce qu'on s'est rendu compte que le rapport avait été massivement écrit par l'intelligence artificielle, avec à la clé d'ailleurs plein d'erreurs, à tel point qu'ils ont dû s'excuser, rembourser une partie de la somme. C'est aussi ça, c'est-à-dire le salarié augmenté, il est augmenté par l'intelligence artificielle, il délègue une partie du boulot et puis au final, le boulot est mal fait et puis c'est une très mauvaise pub pour la marque en réalité, quoi. Oui, tout à fait. Je pense que ça rejoint l'idée des erreurs qui sont encore inhérentes au fonctionnement actuel des LLM. Encore une fois, en appliquant des statistiques, des probabilités, ils se retrouvent à inventer des romans qui n'ont jamais été écrits, des articles qui n'ont jamais été publiés, etc. Donc, le fait de mal comprendre le fonctionnement de la technologie actuelle peut conduire à ce genre de dérive. C'est-à-dire que ça peut vous créer un article de journal, un papier d'économie en un instant. Simplement, déjà, la qualité, je pense que c'est beaucoup mieux quand vous écrivez et qu'ensuite vous le faites un peu réécrire. La qualité est médiocre et ça peut être truffé d'erreurs, effectivement. Donc, c'est quand même un grand risque. Après, ça donne un pouvoir, je trouve, on n'a pas évoqué ce dimension, mais un pouvoir à l'individu par rapport aux experts. C'est-à-dire que, par exemple, si vous n'avez pas de connaissances juridiques, mais que vous savez un petit peu réfléchir par vous-même, moi, avec ChatGPT, je me prétends pas avocate, mais je veux dire, ça me permet de faire un certain nombre de choses par moi-même, même en médecine. Et c'est là où je rejoins Laurent Alexandre sur cette dimension-là. Si vous savez réfléchir, mais pour ça, il faut avoir fait des études, vous pouvez accéder à un certain nombre de savoirs et ça donne une forme de résistance face à des métiers qui ont eu un monopole qui avaient un monopole sur le savoir. Je pense qu'on peut savoir réfléchir sans avoir fait d'études aussi. Mais oui, non, tout à fait, mais ça aide à structurer les choses. Très bons exemples. On peut parfois aller à un aéroport et pour éviter une amende ou une surtaxe, on peut taper sur ChatGPT. Qu'est-ce que je dois dire ? On va en rediscuter.